Chaque jour, le métro parisien transporte plus de 5 millions de passagers, soit plus de 2 fois la population de la capitale. Un défi quotidien au sein d'infrastructures qui datent de plus de 100 ans. Car on l'oublie souvent, la construction du métropolitain au début du siècle dernier fut une véritable épopée dont des images spectaculaires ont gardé le souvenir. On a un tube qui doit faire en gros 15 mètres de diamètre, qui fait près de 100 mètres de long et qui est au milieu du boulevard Saint-Michel. C'est extraordinaire pour l'époque. Pièce majeure du patrimoine français, le métropolitain renferme des traces émouvantes de notre histoire. Et ce qu'on imagine aujourd'hui comme des porte-bagages, en fait, à l'époque, c'était les porte-chapeaux. Au quotidien, cet héritage demande toutes les attentions sur tous les fronts. Là, on est sous le tunnel de la ligne 6. C'est complètement détrempé, là. De jour comme de nuit, des milliers de personnes travaillent sans relâche à sa maintenance. Et hop, je coupe et on le met en place. On se bat contre le temps, tout le temps, pour qu'on puisse rendre à l'heure. Avec parfois des métiers insolites, dont seul le métro a le secret. Là, on a un son qui est plus sourd, alors que là, on a l'impression que le carreau, il est cassé. Aujourd'hui, ce moyen de transport devient peu à peu un véritable lieu de vie. Tu les as coupés, je suis dans le métro, avant dans le métro. Et l'histoire s'accélère avec la création d'un gigantesque réseau francilien, mais aussi chez les industriels du secteur, partout en France, où le métro du futur est en marche, grâce à des avatars dignes de films de science-fiction. Et je peux regarder si j'accède, si ça passe, si mon opérateur il peut accéder, s'il voit bien ce qu'il fait. Plongée inédite au cœur d'un monde qui ne dort jamais, à la découverte des multiples facettes de cette ville souterraine et de ces personnages invisibles qui veillent sur notre transport quotidien. Allez-y, dites-vous bonjour, faites un peu connaissance. Moi c'est Vincent, et vous ? « 5h30 du matin, Paris ouvre les yeux. Sous terre, dans le premier métro, les Parisiens terminent leur nuit et commencent leur rituel métro, boulot, dodo. Place de la Nation à Paris. Vincent est conducteur de métro à la RATP et n'a pas une seconde à perdre. Alors, pas trop dur de se réveiller ? Bon, écoutez, ce matin-là, non, c'est pas trop dur. Il y a plus tôt, hein. Parfois, à 5 heures, on doit être présent pour préparer les trains afin d'avoir le premier train de voyageurs à 5h30. Donc, ouais, là, il est quoi ? 6h30, c'est tard, là, hein. Ça veut dire que vous êtes en retard ? Non, je suis pas en retard. Vous aurez votre métro sera à l'heure, monsieur, vous inquiétez pas. Merci. Je vous en prie, bonne journée à vous. Voilà, c'est l'entrée des artistes. Artiste, un mot qui résonne chez Vincent, car parmi les 3000 conducteurs de la RATP, ce salarié est un personnage réputé de la ligne 2. Ouais, et 31, c'est vert, on va pouvoir y aller. Donc voilà. Bon, bah, bienvenue dans ma loge. Ça s'appelle une loge. Ça donne un petit côté artiste qui n'est pas fait pour me déplaire. L'univers du métro est un peu triste, quoi. Le matin, ils vont au boulot, ils sont tous dans leurs pensées, dans leurs bouquins, leurs journaux. Maintenant, il y a les lecteurs MP3, les tablettes et autres, et les gens, ils sont complètement isolés et ils sortent plus de là. Face à cette morosité, Vincent, lui, a décidé de réagir et de vivre son métier de conducteur autrement. Votre attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en faites peut-être ce matin? Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, souriez un petit peu quand même. Les passagers n'en croient pas leurs oreilles.
Allez, je vous propose de faire quelque chose que peut-être vous n'avez jamais fait dans le métro. Je vous invite à vous tourner vers votre voisin ou votre voisine. Je vous demande de lui dire bonjour. Allez-y, dites-vous bonjour. Présentez-vous. Dites-vous 2-3 mots, vous verrez, ça change du train-train et le métro sera plus beau. Ça, c'est un classique, donc je le connais par cœur. C'est surprenant. Vous en pensez quoi? Mais c'est trop cool. C'est vrai qu'on se parle très peu, donc on se parle jamais, quoi. C'est cool. Et alors, votre voisin, il en pense quoi? Bah, il trouve ça bien. Ça déglace un petit peu l'atmosphère du wagon. C'est super. Bah, ça met de l'humanité. Hein. Et il suffit d'un petit déclic pour que peut-être ça fasse une bonne étincelle. Ouais, je pars en vacances. Bonnes vacances. Vous allez au boulot? Ouais. Dans sa loge, Je vous en prie, bonne journée, madame. Vincent récolte la rançon du succès. Je vous en prie, merci, au revoir. Bonjour. À bientôt dans le métro. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est que des filles. Ouais, bah ça, justement, ça, faut pas trop le mettre parce que ma femme, elle va hurler encore. Je vous en prie, au revoir, madame. Ah, vous avez un public? Oui. Mais c'est compris dans le prix du ticket chez moi. C'est complètement gratuit, voilà. Ouais, voilà, ça, c'est ce qui me fait plaisir, quoi. Un petit mot, un petit bonjour, un petit merci, un petit coucou, un petit signe. Voilà, pour moi, la journée est gagnée, quoi. Cette vocation d'Amélie Poulain en masculin, Vincent l'a commencée il y a plus de 15 ans, en rencontrant sa future épouse. Et je lui dis, j'étais conducteur de métro, et donc tout de suite, elle m'a dit, il y a un truc que je supporte pas, c'est quand on est arrêté entre deux stations, que le train s'éteint et on sait pas ce qui se passe. Donc depuis là, je fais toujours une petite annonce. Puis après, de fil en aiguille, j'en suis venu à faire des petites interventions un peu différentes, quoi. Pour la petite histoire, mon épouse, ses parents, mes beaux-parents, se sont rencontrés dans le métro. Donc voilà, c'est un peu la continuité du truc. Aux commandes d'une rame depuis plus de 20 ans, Vincent est un témoin discret de la vie des Parisiens au petit matin. Il y a les fêtards qui rentrent de soirée, qui sont pas toujours très clairs. Et puis il y a aussi les premiers travailleurs. Il y a notamment un contingent important de postiers, puis des employés de ménage, souvent qui font les ménages dans les bureaux notamment. Après, vers 10-11 heures, c'est plus les touristes. Entre 40 et 60 km/h, Vincent est parti pour 4 allers-retours sur la ligne 2, avec un petit privilège sur son parcours. Voilà, là c'est le petit plaisir de la ligne 2. On a 4 stations aériennes. Écoutez, là on passe au-dessus du canal Saint-Martin, la rotonde de la Villette. Et là on va percevoir le Sacré-Cœur. Faut faire vite, hein. En tant que conducteur, quand on est sous le tunnel tout le temps, on voit pas le jour. Quand tu rentres à la maison, tu dis « T'as vu, il a fait beau aujourd'hui ?» Bah non, j'ai rien vu. Bon, tu passes pour un zombie, quoi. Donc le petit bout d'aérien, c'est un réel plaisir, quoi. Et même s'il fait moche, même s'il pleut, au moins on voit le jour, quoi. Mais la grande crainte de Vincent, c'est ce que la RATP appelle pudiquement les accidents graves de voyageurs, c'est-à-dire les tentatives de suicide sur les voies. Elles surviennent en moyenne une fois tous les 5 jours à Paris. Ça, on espère ne jamais en avoir. Moi, ce n'est pas mon cas, je touche du bois, il n'y a pas de bois autour de moi. Mais bon, des collègues en ont eu, qui n'ont malheureusement pas repris les commandes de leur train, quoi. Bon. Nous arrivons bientôt à la porte Dauphine. Porte Dauphine terminus, tous les voyageurs sont invités à descendre. Arrivé en bout de ligne, Vincent ne descend pas de son train et emprunte une boucle de retournement. Il est prêt pour un nouveau départ et de nouveaux sourires. Aujourd'hui, le métro parisien transporte plus de 5 millions de passagers, l'équivalent de 2 fois la population de la capitale. Une fréquentation qui donne aux métropolitains des allures de gigantesques fourmilières, parfois proches de la saturation. Au quotidien, ce trafic est un véritable défi, notamment avec des infrastructures
construite il y a plus de 100 ans. En effet, le métro parisien est l'un des plus anciens du monde et date du début du siècle dernier. Au sein de la RATP, c'est Jean-Michel qui a pour mission de préserver la mémoire du métropolitain. Il connaît tous les secrets de cet héritage. Là, vous êtes face à l'élément le plus emblématique du patrimoine du métro parisien. Ce sont les fameuses entrées Guimard. Les entrées Guimard qui datent de 1902, en fait en fonte de fer, et avec des éléments assez particuliers, les brins de muguet. Quand on s'approche, dans la fonte de fer, dans les cuissons, on arrive à deviner le M du métro. C'est des entrées qui ont été assez controversées au tout début. En fait, les Parisiens n'aimaient pas beaucoup l'Art Nouveau. Aujourd'hui, elles sont classées à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. On l'oublie souvent, mais la création du métropolitain est l'une des pages les plus épiques de l'histoire de Paris. Pour remplacer les omnibus tractés par des chevaux, l'idée du métro parisien apparaît dès les années 1860. Les projets les plus farfelus voient alors le jour. On rêva d'une ligne sur Arcade, place de la Bastille, avec salle de jeu sous la voie de circulation, d'un métro sur pylône, pour cœur bien accroché, ou encore d'une ligne aérienne balafrant la façade de l'Opéra. Le projet retenu, lui, ça deviendra un projet souterrain, pour une raison simple, c'est que la fée électricité est arrivée et on peut effectivement enterrer le métro. On n'est plus dans les logiques de traction vapeur, on est dans une logique de traction électrique et on peut effectivement aller en souterrain. C'est le projet de Fulgence Bienvenue qui sera mis en œuvre. Une station lui rend d'ailleurs hommage. Paris se transforme dès lors en gigantesque chantier à ciel ouvert. Pendant une quinzaine d'années, les principaux axes de la capitale sont littéralement éventrés pour enterrer le métropolitain. On est sur une construction très particulière. On construit des caissons métalliques qui vont avoir des tailles monumentales. Il faut imaginer, on a pratiquement 10 mètres de hauteur sous voûte, on a un tube qui doit faire en gros 15 mètres de diamètre, qui est posé sur la voirie, qui fait près de 100 mètres de long et qui est au milieu du boulevard Saint-Michel. Des travaux de titans. Les mineurs du Nord sont appelés à la rescousse, sans compter qu'il faut passer sous la Seine. La construction du métro se transforme alors en véritable épopée. On a construit des usines frigorifiques sur les bords de Seine et on a injecté un produit de saumure à moins 24 degrés qui a congelé les sédiments et ce qui a permis d'escaver et d'enfuir le tunnel. C'est extraordinaire pour l'époque. Ici, vous êtes dans une station très particulière, une station avec un ouvrage magnifique. Vous avez plus de 20 mètres de profondeur. Mais quelquefois, comme sur la ligne 1, vous aviez des stations qui étaient presque juste en dessous de la chaussée, c'est-à-dire à quelques dizaines de centimètres de la voirie supérieure. En 1900, construire la ligne 1 en 17 mois, c'est une prouesse extraordinaire. On ne saurait plus faire ça aujourd'hui. Et il faut savoir que à l'aube de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1913, pratiquement 50% du réseau d'aujourd'hui était déjà construit. La ligne 1, qui traverse Paris d'est en ouest, est inaugurée en octobre 1900. Mais cette nouveauté électrique est accueillie avec prudence par les Parisiens. Au début, il y avait une certaine anxiété, une certaine inquiétude. Il y a une certaine partie de la population qui ne voulait pas descendre dans le souterrain. Très rapidement, en fait, il y a eu la curiosité apportée par la fée électricité, le fait qu'on soit dans des espaces souterrains voûtés et éclairés. En fait, ça a été un véritable succès. C'est-à-dire qu'au début, on avait des trains de 3 voitures et il a fallu très rapidement passer à des trains de 6 voitures. En banlieue parisienne, la RATP a conservé la mémoire de ce passé prestigieux. Dans ce hangar fermé au public, dorment une quinzaine de voitures rescapées d'un autre temps. Comme un ultime témoignage des conditions de voyage des Parisiens. Alors là, vous êtes à bord de la rame de 1900, telle qu'elle était. Effectivement, on est sur une rame de première classe. Vous pouvez le remarquer grâce au siège cuir en particulier.
Puis vous avez des petites particularités. Ce qu'on imagine aujourd'hui comme des porte-bagages, en fait, à l'époque, c'était les porte-chapeaux. On a un caillebotis au sol très particulier qui était redouté par les femmes au talon aiguille. Et donc cet éclairage, alors qu'il était un éclairage qu'on peut qualifier d'assez faible aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était énorme. C'était une boîte à lumière. À la limite, dans la rue, on avait encore des becs de gaz. Les portes n'étaient pas automatiques à l'époque. Donc il y avait du personnel qui était là pour réguler les flux, pour faire rentrer les voyageurs, pour ouvrir les portes et les faire sortir. Et l'autre particularité aussi qu'on peut regarder, la morphologie humaine a changé. Les sièges, quand on s'assoit dessus, on a vraiment l'impression qu'ils sont beaucoup plus bas. Et ils sont en réalité beaucoup plus bas. Mais le matériel en bois va rapidement évoluer suite à un incendie au métro Couronne en 1903. L'anecdote le dit, en tous les cas historiquement c'est ce qu'on raconte. Les voyageurs qui voulaient qu'on leur rembourse leur ticket refusent de descendre du train. Et malheureusement, ça a bien mal leur a pris puisque ça a été un incendie qui a provoqué 87 morts. À la suite de cet incendie, la partie motrice des trains sera isolée dans un caisson métallique. Et l'évolution ne s'arrêtera plus. En 1908 apparaît le fameux modèle Sprague-Thomson, entièrement en métal, et qui sera utilisé pendant près de 80 ans par la RATP. Dans les années 50, apparaît le métro sur pneus, une première mondiale. Ça, c'est la fierté technologique des ingénieurs de la RATP. C'est ce qui a donné naissance à la génération du métro sur pneus dans le monde entier. L'intérêt, il est multiple. D'abord, il est plus rapide. Il est aussi beaucoup plus confortable. Il est monté sur pneus, donc il y a beaucoup moins de secousses. Il est plus silencieux. Un modèle qui a lancé, par ses innovations, le look du métro d'aujourd'hui. Tout d'abord, c'est assez simple, mais c'est l'apparition des barres de maintien, celles que vous trouvez aujourd'hui dans tous les métros du monde. Ensuite, c'est la disparition de la lampe à filament et l'arrivée du tube fluorescent, qui a bien sûr été installé dans ces métros. Bon, le design est un peu particulier, mais les strapontins se cachent dans le dossier des sièges. Ensuite, le bon bois a laissé la place au Sky, beaucoup plus confortable pour les fesses de nos voyageurs. C'est pas vrai. Heureusement, le progrès ne s'est pas arrêté au Sky des années 50. Mais si les métros ont suivi les avancées technologiques, les infrastructures, elles, sont restées les mêmes. Plus de 3000 personnes sont donc sur le pont pour assurer leur maintenance, de jour comme de nuit. 22 heures, porte de la Villette. C'est l'heure du rituel auquel nul ne peut déroger. Même Yves, le chef de la maintenance, cette nuit. Ah bah là, on fait le tour de la salle, on salue tous nos collègues, comme tous les jours. Pourquoi? C'est quoi cette tradition? Cette tradition, c'est hyper important, c'est le contact avec nos collègues. Parce qu'on ne peut pas rester dans notre bureau. Si on ne fait pas le tour, il y a des fois, on ne les verrait pas. Car à la RATP, ouvriers ou cadres, personnel des bureaux ou de la voie, tous les salariés se tutoient et s'appellent par leur prénom. C'est pas ça. L'esprit RATP, c'est la camaraderie, hein Léo? Franchement, honnêtement, il n'y a pas d'esprit. Voilà, on fait la queue maintenant. Médoté à molette. Au sous-sol, les chefs d'équipe de la maintenance des voies préparent leur matériel. Mégodet 36. Comme Jérôme, qui travaille ici de nuit depuis 15 ans. Donc je vais demander aussi les plates de 38. Et votre café? Oui, et mon café. Oui. Pour l'instant, je n'ai pas le temps de le boire. Oui. Alors ici, on est des gros buveurs de café. Je crois que c'est le travail de nuit qui veut ça. C'est pas trop dur, justement de... Non, c'est une question d'habitude. Il y a un rythme à prendre. C'est comme tout, c'est une hygiène de vie. Hein. Ce soir, Jérôme part à la station La Motte-Piquet-Grenelle, où il faut changer un rail. Une opération courante. Dans le métro, près de 20 km de voies sont remplacées chaque année. Minuit 30. Arrivé sur zone, il faut décharger le matériel. Et pour descendre les escaliers, l'aide de la chenillette n'est pas de trop. C'est utile? Très utile, oui. Pour préserver notre dos. Le matériel est assez lourd, donc
ça nous économise. Les ouvriers croisent les passagers du dernier métro. Une rame traditionnellement très animée, remplie des fêtards qui ont déjà bien commencé la nuit. Oui, allô ? 1h10. L'arrêt du courant électrique sur la ligne est confirmé. Commence dès à présent une course contre la montre, car le trafic des métros reprendra dans moins de 4 heures. On va le virer, on va le mettre en milieu de voie pour après qu'on puisse descendre le 9. Et hop, je coupe et on le met en place, ok? On a une amplitude de travail très courte. Allez, au plus tôt, on peut être coupé à la 1h10, 1h15. Et au plus tard, c'est 5 heures. Quand c'est des gros chantiers comme ça, c'est toujours speed. On se bat contre le temps, tout le temps, c'est perpétuel. Alors on essaye de perdre le moins de temps possible sur chaque activité pour qu'on puisse rendre à l'heure. Ah bah là, il fait chaud, là. Là, il fait chaud. Mais après, ça dépend. Des fois, vous avez certaines lignes, genre la 6, vous savez, qui sont en aérien. Là, par contre, l'hiver, c'est dur. Avec le vent qui vient de la Seine, je peux vous dire que ça pique. Et là, vous travaillez pour pas avoir froid. Voilà. Pendant ce temps-là, à la surface, Paris s'est endormi. Paris nous appartient vu que tout le monde dort et donc c'est un peu notre Paris à nous. Donc non, c'est génial, quoi. À quelques encablures de là, à la station Concorde, là aussi le patrimoine centenaire du métro fait peau neuve. Jean-Marc est le chef d'un immense projet de réfection, commencé en 1998 et qui va toucher 85% des stations. Alors, au niveau du métro, c'est un énorme projet parce que ça concerne 266 stations de métro sur les 303 qui existent. Donc effectivement, c'est un projet qui est étalé sur 25 ans et qui fait qu'on ne se contente pas juste de repeindre et de refaire les stations avec du propre et du beau, on les rénove complètement. De l'étanchéité au renforcement des murs, le coût total de ce quart de siècle de travaux dépassera les 530 millions d'euros. Mais Jean-Marc a une autre mission, faire rimer renouveau et patrimoine du métro. Et on s'est rendu compte, même si on s'en doutait, que les voyageurs étaient très attachés à leur station de métro. Je descends à la station Concorde, c'est ma station. Et par exemple, ils sont attachés à quelque chose qui symbolise le métro de Paris, c'est ce carrelage-là. Ce carrelage-là, il est le 7,5 15 biseauté, il est né avec le métro de Paris, il symbolise le métro de Paris. Et c'est vrai, quand on a réfléchi à ce qu'on allait faire dans l'opération au niveau du métro, on a décidé de conserver ce carrelage sur les quais et dans les couloirs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce carrelage, il est d'abord très résistant. Il avait des vertus aussi réfléchissantes, c'est-à-dire qu'il mettait de la luminosité, de la lumière sur les quais. Puis ça avait un côté propre aussi, très hygiénique. Est-ce qu'il n'est pas un peu daté ? Il est daté et il est très moderne. Combien de restaurants parisiens, quand vous y allez aujourd'hui, ont ce carrelage chez eux? Combien de salles de bain aujourd'hui ont ce carrelage? C'est des particuliers. Et puis la mode, c'est toujours un éternel recommencement. Alors, à titre d'exemple, ce carrelage, il faut 88 carreaux pour faire un mètre carré. Renouveau du métro, c'est 272 000 mètres carrés. Ça fait 23 millions de carreaux à poser. Donc il faut des maçons qui savent poser droit et poser correctement. Cet héritage du passé est donc l'objet de toutes les attentions. Non loin de là, au même moment, deux agents se lancent dans une opération des plus insolites. Là, je sonde la voûte de façon à pouvoir déterminer si tous les carreaux ils adhèrent bien à la structure portante. Et dès lors qu'on entend à l'oreille un son creux, on sait à ce moment-là que
Le carreau, il n'adhère pas correctement. C'est assez rudimentaire comme appareillage. Effectivement, ça l'est, mais on a essayé différentes techniques à l'ultrason et ça marche pas aussi bien que l'oreille. Ce métier, rarissime, demande des talents très particuliers et à la RATP, ils sont moins d'une dizaine à pouvoir l'exercer. Ça ne s'apprend pas autrement que sur le terrain et par l'expérience, par le compagnonnage. Voilà. Le collègue de Josué, lui, est chargé de relever les zones qui font un bruit anormal. C'est un bruit un petit peu différent de celui-là. Ce bruit-là, ça signifie que le carrelage tient très bien à la structure. Là, on a un son qui est plus sourd, alors que là, on a l'impression que le carreau il est cassé. Mais en fait, il adhère moins bien en fait au support. Pour l'instant, le problème n'est pas assez sérieux pour déclencher des travaux, mais l'endroit sera contrôlé régulièrement. Mais les équipes de maintenance ne sont pas les seules à hanter le métro la nuit. Il y a quelques années, des voitures d'un autre âge s'arrêtaient parfois dans les stations désertées et déversaient des voyageurs en goguette. Ces balades nocturnes, désormais interdites, avaient pour but de valoriser l'héritage industriel de la RATP en mettant en circulation d'anciennes voitures Sprague. Aujourd'hui, l'association organisatrice de ces visites continue, ailleurs, son action de sauvegarde du patrimoine. À Versailles, sur une base militaire. Michel, est-ce que ça te dit de refaire un peu de pivert? Entendu. Alex, Guillaume, est-ce que ça vous tente un petit peu de sous-garde? Depuis 20 ans, l'association Adémas réhabilite ses anciennes Sprague pour les refaire rouler. Ici, la quinzaine de membres sont des fans absolus de métro, souvent depuis l'enfance, comme Alexandre, ingénieur du son. Moi, ce que j'aimais en fait dans le métro, c'était les poussoirs pour fermer les portes. Donc je regardais ça tout gamin, après c'est parti. Dominique, un ancien militaire, est le président de l'association et lui aussi est un passionné de transport. Je joue au gros train et au petit train. J'ai aussi une très grosse collection de trains miniatures. On vient de déménager pour avoir justement un peu plus de place pour le train. C'est quand même pour nous une grande satisfaction d'essayer de conserver un petit peu notre patrimoine. Parce qu'il faut reconnaître qu'en France, c'est un peu difficile. Le patrimoine industriel est un peu oublié. Yvan, lui, le plus jeune de l'association, est ingénieur à la RATP. C'est intéressant de voir d'où ça vient, tous ces métros modernes qui font notre quotidien, et donc du coup de préserver ceux qui ont été leurs ancêtres. Et pour moi, c'est même un hommage à ceux qui ont conçu ça et qui nous ont permis d'avoir ce qu'on a actuellement pour se déplacer. Et puis ça apprend beaucoup de choses dans la vie, notamment la patience. Il faut des heures et des heures pour restaurer un train. C'est des journées de travail. Et nous sommes une génération où tout nous vient immédiatement par Internet. Alors, réapprendre la valeur travail et la valeur patience, c'est important pour la génération dont je fais partie. Et de la patience, il en faut, notamment pour retrouver tous les éléments de décor des voitures, comme ces banquettes de métro, chinées dans des brocantes ou sur Internet, souvent dans un état délabré. Bon, dans certains cas, il n'y a plus le pied, ou il n'y a plus la tôle. Donc il faut récupérer de la tôle émaillée sur une autre banquette toute pourrie qu'on peut avoir par ailleurs. Et évidemment, il faut que ce soit le bon modèle, la bonne taille, la même couleur, le même nom de fabricant. Donc ça a l'air simple et c'est complexe, c'est une science. Bon, je l'ai réglé millimétriquement. Ah bah tiens. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'équipe. Celui du test sur rail de leur métro. Enfin, après des années d'efforts. Ah bah, ce train-là, ça représente quasiment 12 ans de travail. Donc on est quand même content de le voir fonctionner.
Alors on a plusieurs provenances. Cette voiture-là, elle appartient à la RATP qui nous l'a prêtée. Celle qui est derrière, on l'a rachetée chez un ferrailleur. Et celle qui est tout à fait derrière, qui est la vraie motrice, la RATP nous en a fait cadeau. C'est l'heure du verdict. Attention à la fermeture des portes. Attention au départ! Alors, on va voir le résultat de l'essai. Eh ben, ça a l'air de marcher. Vous êtes content? Bah oui. Youpi! C'est quoi votre sentiment là? Le Sprague est très fiable. Beaucoup plus que le matériel moderne. À l'arrière aussi, les passionnés savourent le moment. Bah c'est bien, on est à côté du château de Versailles dans un métro des années 30. C'est plutôt sympa comme cadre. C'est bien, ça marche. Ça fait toujours plaisir de rouler dans un matériel qu'on n'a pas connu et de redécouvrir les sensations que les gens avaient à l'époque. Et surtout les bruits. La plupart des passionnés savent reconnaître un train uniquement en l'écoutant. Le rêve de ces passionnés, pouvoir installer en France un chemin de fer touristique à bord de ces métros d'un autre âge. Retour à Paris. Les rames ont repris leur course effrénée. Avec ses 200 km de voies enterrées et ses milliers de couloirs d'accès, le métro donne à la capitale des allures de gruyère, à tel point que l'on peut se demander si le sous-sol parisien ne risque pas de s'effondrer. À 15 mètres sous terre, à la seule lumière des torches, une équipe s'enfonce mystérieusement dans un dédale de galeries. Il y a un piège au sol. À gauche. Et première à droite. Une visite qui ressemble parfois à un parcours du combattant, plié en deux et détecteur de gaz mortel en main. Ici, ce sont des inspections annuelles, donc on descend une fois par an. Et avec l'inspection générale des carrières, nous avons 24 visites tous les ans. 24 carrières comme ici, donc qui sont inspectées. On est sous la ligne 6 là, on est sous le tunnel de la ligne 6. Car le principal risque d'effondrement, ce sont ces longues galeries très anciennes, situées sous le métro et construites pour la plupart au XVIe siècle dans la partie sud de la capitale. Une menace surveillée de près par la ville de Paris. Les carrières, c'était pour extraire la pierre pour les édifices importants dans Paris. En 1774, c'est le premier qui est relaté. On a eu un gros effondrement sous le boulevard Saint-Michel avec un vide qui faisait 18 mètres de profondeur. En fait, on s'est rendu compte à cette époque-là que les carrières faisaient à peu près 5 mètres de haut. Elles ont été après remblayées. Mais le long des 100 km de carrières qui dépendent de la RATP, les inspecteurs doivent parfois se transformer en spéléologues. C'est assez rare qu'on ait de l'eau. Parfois, on peut avoir le niveau de la nappe qui est vraiment très proche. Et en ce cas-là, effectivement, l'eau ne peut pas s'écouler. C'est complètement détrempé, là. Ici, il s'agit de la fuite d'une canalisation. Les équipes enregistrent l'incident pour alerter le fournisseur d'eau. À terme, le ciment est attaqué par l'eau. La RATP renforce donc ses maçonneries régulièrement. Mais le gros problème hydrologique se situe dans le quart nord-est de Paris, où le sol est en gypse. Et les circulations d'eau peuvent créer dissoudre le gypse, ce qui va créer d'immenses vides. Donc on a un train qui, toutes les nuits, vient faire des forages tous les 20 mètres pour s'assurer qu'il n'y a pas justement des vides en cours de création sous nos tunnels. À la fin de leur parcours, une surprise attend les inspecteurs. C'est un métro qui passe quelques mètres au-dessus. À la différence des carrières, le réseau métropolitain, lui, n'est pas une menace pour Paris. Les premières lignes ont été construites le moins profond possible, puisque c'était plus simple à creuser. Et ensuite, on est descendu. Donc on peut avoir jusqu'à 2 niveaux sur les anciennes lignes. Et après, il y a eu les lignes plus récentes qui ont été creusées,
qui sont par exemple la ligne 14 ou les RER dans les années 1970, donc eux qui ont été construits encore dessous. Et ce qui rajoute une sorte de troisième niveau beaucoup plus profond. Plus on est profond, plus on est loin des habitations, et donc moins il y a de risques vis-à-vis des habitations qui ont été construites au-dessus. Paris n'a donc rien à craindre du transport souterrain. Et heureusement, car la capitale s'apprête à accueillir un 4e niveau de métro. En effet, le réseau francilien amorce une transformation historique. Le Grand Paris Express, c'est le nom de ce gigantesque projet de métro en Île-de-France qui va doubler la longueur du réseau existant. D'ici 2030, 200 km de lignes supplémentaires seront construites à 50 mètres de profondeur. Les futurs exploitants de ces lignes et stations seront choisis après un appel d'offres international. Pour les spécialistes du transport, cette mise en concurrence va redistribuer les cartes. Le grand défi de la RATP, c'est de passer d'une situation de monopole, où parfois dans un monopole, on s'endort un peu, on manque un peu d'ingéniosité, de renouvellement, à une situation de concurrence. Le vrai enjeu pour elle, c'est d'arriver à avoir des prix au moment des appels d'offres suffisamment compétitifs. Donc elle travaille déjà là-dessus pour réduire ses coûts, parce que comme tout opérateur historique, elle, la RATP à Paris, la SNCF en France, ils sont, semble-t-il, bien au-dessus du marché, on dit 20 à 30%. Donc le problème, ça va être de réduire les coûts pour être compétitif par rapport à d'autres opérateurs qui auront d'autres façons d'exploiter le métro. La RATP est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle développe de plus en plus ses activités et cette année, son chiffre d'affaires dépasse les 5,2 milliards d'euros. 40% de son budget provient encore des subventions publiques et tout autant de la vente de ses tickets. Mais désormais, ses filiales représentent près d'un 5e de son chiffre d'affaires. Avec notamment la construction de métros, bus ou tramways en France et à l'étranger, sans oublier les revenus de l'affichage publicitaire ou encore les loyers des boutiques installées dans ces espaces. Il est donc bien loin le temps où l'activité dans le métropolitain se résumait au poinçonneur des lilas, à la vendeuse de journaux et au distributeur de bas nylon sur les quais. Aujourd'hui, les stations de métro ressemblent parfois à de véritables centres commerciaux, comme ici, à La Défense. Oui, absolument. Ouais. Et je vois que ça, je ne connaissais pas. C'est nos meilleures ventes du magasin. Si Gilles Aligné s'intéresse au rayonnage de ce magasin, c'est parce qu'il est le PDG de Promo Métro, la filiale de la RATP qui gère les quelques 460 boutiques du réseau parisien. Ça tombe bien que je vous parle, parce que normalement, je vais vous envoyer un mail prochainement. Régulièrement, il fait le tour de tous ses commerçants. Bonjour Madame Lee, comment allez-vous? Très bien. Ça va? Et ambitionne d'accueillir des services de plus en plus variés. À ce niveau-là de la gare de la Défense, vous avez la Poste, vous avez un waterby. À l'étage en dessous, vous avez un laboratoire d'analyse médicale. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une véritable offre. Je peux même vous annoncer qu'il va y avoir dans quelques mois une salle de sport. Et nous sommes en discussion même pour installer un cabinet dentaire de 6 fauteuils. Le chiffre d'affaires de Gilles augmente chaque année, malgré certains inconvénients liés à l'histoire du métro. Il faut quand même se rappeler que le métro, et notamment le métro de Paris, qui est quand même un métro ancien, n'a pas été fait et n'a pas été créé comme on crée aujourd'hui des gares pour accueillir des commerces. On n'a pas de grandes surfaces. Les surfaces moyennes à l'intérieur du métro sont environ de 15 mètres carrés. L'autre problème qui se pose aussi, vous n'avez pas toutes les infrastructures logistiques qui permettent des livraisons faciles, des plateformes de déchargement, etc. Très souvent, ça se fait par les escaliers. De plus, les commerçants n'ont pas la sécurité d'un bail locatif, car la RATP ne délivre qu'une convention d'occupation précaire du domaine public. Dans les espaces de transport, ce qui prime avant tout, c'est le transport.
Donc si l'exploitant de transport a besoin de reprendre le local pour mettre un accès pour des personnes à mobilité réduite, un escalator, etc., elle va reprendre la surface, ce qui est la difficulté pour faire venir un commerce. Malgré ses désavantages, le métro reste un emplacement très prisé par les commerces qui se multiplient. On voit même apparaître de véritables salons de coiffure à 10 € la coupe en 10 minutes. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit « Tiens, t'as une belle coupe, où tu les as coupées ?» Je dis « Dans le métro. » Ah bon, dans le métro. Et je suis très satisfaite. Vous étiez surpris? Oui, surpris. Ce matin, c'était une bonne matinée. Je pense qu'on on a passé une vingtaine de personnes. À la tête de cette entreprise, Patrick, qui a déjà ouvert 4 salons dans le métro parisien. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez la coiffure à sec? Là, on est dans un endroit stratégique, c'est la gare de Lyon. Il y a des centaines de milliers de personnes qui passent. On est vraiment dans un lieu où le monde, il est là. On n'est pas du tout comme un salon de coiffure très traditionnel où les gens prennent rendez-vous, vont à l'avance, se mettent une demi-heure pour se garer, etc. On est sur leur chemin, sur leur passage, et c'est pour ça qu'on s'est intéressé au métro. Et ce flux incessant de passagers fait oublier le principal handicap du métro, l'absence d'eau courante. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau, on l'a transformé comme un avantage. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite parce que nous ne faisons pas le shampoing, c'est le client qui fait déjà une partie du travail. Donc du coup, nous ne faisons que le cœur du métier qu'il ne peut pas faire. Parce que se laver les cheveux, vous n'avez pas besoin de 20 ans de métier pour vous laver les cheveux, vous savez le faire. Quant au prix des loyers dans le métro, il varie selon le trafic dans chaque station. C'est sûr que dans le métro, on ne peut pas dire que les emplacements qui sont rares, bien sûr, sont donnés. C'est évident. Mais un salon en extérieur, ça peut vous coûter 5 000 € par mois si vous êtes dans un bel emplacement. En fait, ici, vous pouvez trouver des emplacements avec Promo Métro qui sont à peu près dans cet ordre d'idée. Alors, on a un système qui est quand même lié à notre chiffre d'affaires, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire que si on est gagnant avec le nombre de clients, le chiffre d'affaires, on va payer un peu plus cher. Il y a une proportionnalité quelque part, il y a un tarif de base minimum et il y a une proportionnalité. Mais en règle générale, des clients dans le métro, il y en a quand même tous les jours. Tous les jours, sauf lorsqu'il y a des évacuations, comme aujourd'hui. Alors là, on est obligé de rembourser un client. Vous vous rendez compte? Ah oui, le pauvre, on ne peut pas le laisser partir avec une demi-coupe de cheveux quand même. Ah bah c'est sûr. Voilà, on perd du business aujourd'hui. Mais cette ville souterraine réserve encore bien des surprises. Car le métro parisien est en train de changer de visage. À quelques pas de la Bastille, l'atmosphère ressemble en effet à celle des meilleures séries d'action américaines. Nous sommes dans le poste de contrôle de la ligne 1. La ligne la plus ancienne, la plus fréquentée, mais surtout, on le sait peu, une des 2 seules à rouler sans conducteur. Bonjour. Racha est responsable de l'exploitation de cette ligne futuriste. Oui, tout se passe bien. Alors en fait, tous les écrans que vous voyez là, donc ça renvoie les images que vous avez sur les quais et dans les trains. Donc on peut voir, on peut choisir le quai qu'on veut visualiser et l'intérieur du train qu'on veut visualiser. Donc on a par défaut certaines images, mais nous, on peut choisir celles qui nous intéressent. S'il y a un incident à bord d'un train, on a une alarme qui va remonter automatiquement. Donc on va avoir l'image directement sur cet écran-là, qu'on pourra traiter comme s'il y avait quelqu'un à bord du train. C'est un peu nos yeux, c'est les yeux du PCC, ces écrans-là. Et au cas où, il y a bien sûr des boutons de sécurité qu'on peut activer tout de suite et ça permet de couper la ligne entièrement. Le temps de prendre un recul et de comprendre ce qui se passe. Les caméras permettent aussi d'adapter en temps réel le nombre de trains au trafic passager par une manipulation simplissime. Il suffit de cliquer sur le train. Moi, en 10 secondes, je donne une mission et après le temps de parcourir les voies secondaires, il est à disposition pour les voyageurs. Ça se fait en combien de temps? En 30 secondes.
Par exemple, pour un événement comme le 14 juillet, où il y a plus d'1 million de personnes à Paris, et on a pu résorber en une demi-heure un événement qui prendrait plusieurs heures sur une ligne classique. Sur le plan social, l'automatisation de la ligne 1 s'est faite sans douleur, car aucun des 300 conducteurs de la ligne n'a été licencié. Il y a eu un peu plus de 70 conducteurs qui ont décidé de rester sur la 1 et qui ont évolué vers d'autres métiers, donc des métiers liés à l'automatisation, qui sont là, par exemple, aujourd'hui, on a des exemples au PCC, et tandis que les autres conducteurs sont allés sur d'autres lignes, et qui sont restés conducteurs, mais des lignes de leur choix. Un Made in France qui fait des émules dans le monde entier. Aujourd'hui, la RATP reçoit des représentants du métro de Singapour. Il y a souvent des délégations qui viennent ici. Oui, en fait, depuis le début de l'automatisation, c'est-à-dire en 2011, on a à peu près plus de 3000 personnes qui sont venues visiter. Et ça continue encore tous les jours. On a eu des Coréens hier, on a eu des Australiens, des Anglais. Voilà, vraiment plein. Si cette automatisation attire autant les regards, c'est aussi parce que la ligne 1 est l'une des plus anciennes du monde. C'est quand même une première mondiale. Ça n'a jamais été fait avant. On a quand même eu 50 travaux pour réaliser ce projet-là, sur des grandes nuits. On a travaillé qu'en nuit, on n'a jamais coupé la ligne, ou très peu. En tout cas, on n'avait pas eu d'interruption franche de trafic. Donc ça reste un projet de grosse envergure et assez compliqué. À Singapour, depuis 1996, on construit toutes nos nouvelles lignes sans conducteur. Mais on n'a jamais transformé une ligne existante avec conducteur en ligne sans conducteur. C'est pour ça qu'on est venu ici, pour découvrir comment la RATP a fait cette conversion. En 2022, c'est la ligne 4, l'axe nord-sud de Paris, qui passera à l'automatisation. Mais le métro ne cesse de se réinventer. Car chez les industriels, comme ici en banlieue parisienne, l'avenir est en marche, avec des outils révolutionnaires, tels cette salle de projection 3 dimensions, où pour la première fois, des caméras ont été autorisées. Ici, cette modélisation 3D permet d'avoir une vision en temps réel des métros en construction, un procédé unique dans le monde ferroviaire. Vous voyez, quand je tourne la tête, on a un visuel qui change, donc on est en pleine immersion par rapport au véhicule. Cette technologie de pointe est à destination des clients qui peuvent visualiser leur métro avant de l'acheter. Mais il sert surtout au bureau d'études de l'industriel pour vérifier l'ergonomie des prototypes jusque dans leur moindre recoin. On peut aller voir plus précisément les pièces, les unes par rapport aux autres, dans la zone entre la structure de voiture, le garnissage intérieur, les organes de fixation comme vous les voyez là, les câblages, etc. On arrive à modéliser de manière beaucoup plus facile les pièces qui rentrent, qui ne rentrent pas, etc. Un logiciel qui va même plus loin, grâce à des capteurs de mouvement, il permet de créer un véritable avatar des opérateurs qui assureront la maintenance du métro. Après, je peux manipuler une pièce grâce à cet objet qui simule ma pièce que je manipule. Et je peux regarder si j'accède, si ça passe, si ergonomiquement mon opérateur il peut accéder, s'il voit bien ce qu'il fait, et si la pièce va rentrer, se démonter facilement. Voilà. Des outils qui annoncent un métro plus performant et surtout plus économe en énergie. On a réussi dans les 30 dernières années à gagner environ 40% de consommation d'énergie. On a un objectif chez Alstom, d'ici les années 2020, de réduire encore de 20% cette consommation d'énergie. Ça passe par des trains plus légers, parce que la consommation d'énergie est directement liée à la masse transportée. Donc matériaux plus légers, d'utiliser des aluminiums, d'utiliser des matériaux composites en train du futur. Les pièces les plus énergivores, comme la traction ou la climatisation, seront elles aussi améliorées. Quant à l'énergie du freinage des métros, elle pourra être réinjectée vers une autre rame en mouvement ou dans le réseau global.
Aujourd'hui, l'aventure du métro n'est d'ailleurs pas qu'une aventure parisienne et fait vivre une trentaine de sites en France. Sur le dernier modèle en date, par exemple, les bogies viennent du Creusot, les moteurs d'Ornans en Franche-Comté, l'informatique d'Aix-en-Provence et les freins d'Amiens. À l'intérieur, les sièges sont fabriqués à Évreux, la climatisation à Lille et les baies vitrées latérales à Hirson en Picardie. Enfin, la caisse est faite à Valenciennes, tout comme l'assemblage. Et le matériel ne cesse de se moderniser. Dans le bureau des designers, là aussi, le métro du futur prend forme. Ça montre le principe en fait d'une rame de métro qui est totalement intégrée à l'architecture des bâtiments. Mais en matière de confort des passagers, il n'est pas facile d'être innovant. Avec des contraintes d'exploitation de 6 à 8 personnes au mètre carré, les assises se transforment de plus en plus en bancs d'appui. Restent au moins les murs à réimaginer. On peut projeter des images, notamment sur le plafond. Par exemple, dans cette image, on a projeté une image de ciel au plafond afin de donner l'illusion que le métro n'a plus de toit. Une innovation aussi qui sera à mon avis importante, on va se servir de la surface vitrée pour amener donc de l'information, savoir par exemple ce qu'on peut appeler l'effet périscope. Qu'est-ce qui se passe là-haut en surface ? Quel est le temps ? C'est une technologie qui existe et que l'on est en train d'intégrer dans nos matériels. Sur les réseaux franciliens ou dans les rames, le métro du futur est donc en bonne voie. Reste à espérer qu'il y aura encore un peu de place à bord pour la bonne humeur et la poésie. Et regardez un peu le nom de la station, on arrive, vous allez voir. C'est trop triste. Allez donc sur la 13 à Guetté, peut-être que ce sera mieux, je sais pas. Sinon, je vous dis à bientôt dans le métro.